temps, et vous l'avez entendu vous-même, parler de lieux d'expérimentation, d'innovation, d'autres manières de rencontre, d'autres manières peut-être aussi de faire ensemble, de faire bien commun, quelque chose qu'on a aussi beaucoup abordé, d'autres manières de faire économie, même si c'est des économies de la débrouille. De ces économies de la débrouille naissent d'autres manières quand même de s'inscrire, en tous les cas, dans ce monde culturel. Et donc c'est de tout ça dont on avait envie de parler ensemble. Comment est-ce que vous, acteurs politiques, vous regardez demain? Je ne vois pas François de Coster. On l'attend. D'accord, qui doit arriver. Pardon, parce que je me disais, s'ils viennent qu'un par un et qu'il attend que je l'appelle. Excusez-moi. Alors, j'avais peut-être envie de donner la parole aux artistes ou aux lieux qui sont à cette table pour qu'ils parlent un peu de leur manière de faire. Céline Saint-Martin, Christophe Givois, l'un, l'autre, le premier qui veut. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'agir en milieu rural? Alors je rappelle, Christophe Givois, vous dirigez le sort artistique de la Métive, mais je crois que vous êtes en transition, vous allez partir, non? J'ai lu. D'accord. En tous les cas, vous avez dit... C'est bon? Il faut appuyer sur on. Donc, oui, je m'en vais. En fait, je m'en vais pas. En fait, l'idée, c'est de... J'ai porté un projet pendant 15 ans. Je pense qu'un lieu doit exister plus qu'une personne qui est liée à ce lieu. Donc, je pense que, d'ailleurs, le turnover un peu infligé au label est finalement une bonne chose. En l'occurrence, je m'inflige ce turnover avec plaisir. Aussi parce qu'il y a des capacités de réinvention, des principes de départ qui ont été posés sur le projet, sur lequel je suis peut-être trop attaché et qui empêchent un peu d'apport de sang neuf ou de, on va dire, de revitalisation. Il y a donc des processus qu'on avait mis en place qui fonctionnent, qui sont très bien, mais à réinterroger. Je pense que je suis une personne qui peut être un des interlocuteurs de cette réinterrogation, mais pas forcément le meilleur à cette étape du projet, où maintenant la Métive est un peu un lieu institutionnel dans son, on va dire, dans l'esprit Deux mots sur la Métive quand même pour nous. Alors la Métive, c'est un lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire. Les motivations qui ont poussé à le faire, c'était écrire un projet pour ce territoire. Et pour décrire ce territoire, c'est sur le département de la Creuse et sur cette terre géographique-là d'un département. L'envie étant d'observer des processus de création de toute discipline, de les confronter, de les interroger et de les interroger avec les acteurs d'un territoire, habitants, personnes qui croisent, vacanciers, élus, entrepreneurs, responsables associatifs. Donc nous accueillons en résidence ces projets, nous ne les diffusons pas, nous faisons un travail sur chaque projet accueilli avec une structure identifiée comme pouvant être accélérateur de projet. Donc on cherche avec les artistes à chaque invitation à quelle est la ressource qui va pouvoir permettre à leur projet de progresser ou éventuellement de se casser la gueule ou éventuellement de se changer ou éventuellement que l'artiste passe à autre chose parce qu'il aura épuisé une source. Donc c'est vraiment cette confrontation, pas cette confrontation, cette co-construction, mais je n'aime pas trop, c'est le galvauder un peu, parce que c'est plutôt dans l'idée de se nourrir, quoi, de se nourrir d'une part l'artiste des personnes qu'il a rencontrées et d'autre part pour les personnes qui sont en train de se nourrir de la présence du projet. Et c'est aussi, donc ces accueils en résidence sont régis par différentes règles, c'est-à-dire qu'on n'accueille jamais un projet tout seul, mais toujours un projet à côté d'un autre projet. On essaie plutôt d'inviter des artistes émergents, mais on accueille aussi des artistes confirmés pour questionner les pratiques aussi, et pour que les uns s'apprennent des autres. On met à disposition par ailleurs à des artistes locaux qui ont besoin d'endroits pour travailler parce qu'ils sont en panne d'ateliers ou éventuellement pour des stages ou pour des répétitions. Et donc on fait se confronter dans cet endroit-là, et c'est là où la problématique du lieu était pour nous, c'était un projet de lieu qui a fonctionné en itinérance pendant 5 ans, en squattant des endroits, sous forme d'échange de compétences. On a squatté un wagon dans la gare de Guéret, et on allait squatter toutes les gares du département, on a fonctionné pendant 5 ans comme ça, puis on est tombé sur un lieu qui était notre projet de départ,
aménagé spécialement pour l'accueil des artistes en hébergement et en lieu de travail. On viendra peut-être tout à l'heure sur la question de l'expérimentation que vous défendez, que vous partagez d'ailleurs avec votre voisine, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes un espace nomade? Je crois que vous avez des bureaux, vous êtes donc en Isère, à flanc de montagne, vous représentez la culture de la montagne, on peut dire ici. Comment ça s'est construit, Seine-Oblique, et pourquoi vous n'avez pas de lieu, et quels problèmes ou pas ça pose? Eh bien, Seine-Oblique, c'est, je pense, un témoin de cette politique de décentralisation culturelle qui a été faite dans les années 90. Et aujourd'hui, on est installé en montagne parce que les gens qui ont créé ce projet sont des amateurs de montagne et que ça nous semblait un contexte favorable pour développer des projets culturels. Parce qu'il y avait beaucoup de freins pour le faire dans ces endroits-là. Donc oui, on n'est qu'un bureau, mais on est attaché à ces lieux de montagne que sont les refuges, les petits bistrots, les granges, tout ce qui peut être des lieux un petit peu marquants de ce territoire. Et on continue à y vivre parce qu'on y trouve un renouvellement, une inventivité dans la manière d'exercer notre métier. Et parce que aussi, au fil du temps, on a imaginé des projets qui se sont singularisés du point de vue poétique sur cette question de la pente. Et donc le Festival de l'Arpenteur, c'est une déclinaison de ce qu'est la pente sur le plan symbolique, mais avec l'envie aussi d'inviter des artistes exigeants dans ces lieux pour lesquels c'est difficile de mettre des scènes plates, hein, mais qui du coup favorisent cette rencontre entre l'artiste, les habitants, le public qui passe. Donc on en fait voilà, un lieu comme ça de création de cette manière. En quoi ces espaces en milieu rural sont plus ou au moins autant des lieux d'innovation que d'autres espaces à d'autres endroits? J'ai envie de dire, ça a été dit ce matin, c'est parce que les espaces ne sont pas caractérisés comme étant des espaces de culture au départ. Donc nous on a tendance à dire on n'a pas un lieu, mais on a 1000 lieux, et chaque lieu amène une réflexion sur qui sont les artistes qu'on peut inviter dans ces endroits, comment ils réfléchissent la présentation de leur travail, comment on invente avec eux une création, et donc il peut se passer quelque chose du coup de possible dans un salon, dans un endroit en plein jour, dans un rapport au paysage que on pourrait sans doute pas imaginer de la même manière si on avait simplement 4 murs. Donc après, nous on est dans cette idée aussi de se dire c'est dans une complémentarité, je dirais ville-montagne en l'occurrence, hein, pour être un peu caractéristique. Ville-montagne, c'est-à-dire que le public qui vient aussi dans nos événements sont aussi des publics qui viennent de la ville. Donc on est dans ce lien, on n'est pas isolé, mais on revendique le fait de dire que ce qui se passe ici, ça ne se passerait pas ailleurs. Voilà. Christophe, quand on parlait tout à l'heure entre deux portes, vous disiez à la Métive, on était un espace où quelqu'un peut arriver avec un projet artistique, y penser pendant 3 mois et décider au bout des 3 mois que ce projet n'existera pas. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des lieux qui ont des finalités de recherche, mais qui ne sont pas astreintes aux résultats. Vous revendiquez ça? Oui, je revendique le fait que c'est là, à mon avis, le sens de l'expérimentation. C'est que d'abord, elle se confronte au réel, et le réel, c'est le réel du territoire sur lequel on est. Et qu'un artiste, finalement, n'est pas obligé de produire une œuvre. Nous ne sommes pas lieu de diffusion, nous n'imposons pas une commande. Nous sommes dans l'accompagnement d'un processus, et nous sommes dans l'observation de cet accompagnement, et la notion de partage, de faire prendre part avec les habitants du territoire est le plus important. Donc ce qu'on défend, ce n'est pas d'aller voir quelque chose de produit fini, mais c'est avec l'artiste, et en même temps que lui, d'observer son geste et d'observer sa façon de faire. Et c'est en fait comment dire, notre âme, en fait, c'est l'observation du processus de création artistique. On était, avec l'ami avec lequel j'ai initié ce projet, l'idée était on remarquait des projets dont on adorait les processus, mais dont les résultats ne nous satisfaisaient pas du tout. Et à l'inverse, on avait des artistes qu'on connaissait qui travaillaient d'une manière dont on détestait, mais qu'en fait, au niveau du résultat, c'était tout à fait passionnant. Et donc, c'était un peu cette observation-là de questionner cet endroit de la création qui reste toujours un peu mystérieux,
Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les gens qui créent dans la douleur, parce que je pense que la création, c'est du plaisir, mais il y en a qui créent dans la douleur, et c'est juste remarquable dans la réalisation. Et c'est cette observation-là que nous souhaitons partager avec les gens avec lesquels nous sommes entourés sur ce territoire. Et cette possibilité-là, qui est en ville très présente, finalement, quand nous sommes arrivés sur ce territoire, enfin, je dis nous sommes arrivés parce que je ne venais pas moi de la Creuse du tout, je suis arrivé là pour travail auparavant. Je suis tombé amoureux de cet endroit, et je n'y vis toujours pas d'ailleurs. Mais par contre, quand nous sommes arrivés, il y avait l'idée de ces choses qu'on voyait dans les milieux urbains, que finalement on regardait avec indifférence, parce qu'il y avait les subsistances, il y avait des ramdams déjà qui existaient. Et ben, c'était de recréer ça, de trouver cette possibilité-là et de dire que c'était encore plus riche sur ce territoire qu'ailleurs, que dans les territoires urbains où finalement beaucoup d'habitudes créent l'indifférence. Laetitia Lafort, vous êtes, je disais, artiste de rue, vous connaissez bien les enjeux du macadam. Est-ce que les enjeux de la ruralité, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'espace rural est un espace comme un autre? Ou est-ce qu'il a ses particularités, ses différences? Pour vous, artiste, hein, pas... J'ai bien compris. Je vais vous dire oui et non, en fait, je vais faire une réponse de Normand. Non, dans le sens où l'espace public, qu'il soit rural ou urbain, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le lien avec les autres. C'est que dans les arts de la rue, le public est une partie totalement prenante de la conception d'un projet, c'est-à-dire qu'on ne pense pas le public comme une finalité, mais comme bien une des composantes du projet. Est-ce qu'il va être assis? Est-ce qu'il va être debout? Est-ce qu'il va regarder en l'air? Est-ce qu'il va regarder par terre? Est-ce qu'il aura un casque? Enfin, on pense tout de suite à ça. Donc forcément, la personne est vraiment notre moteur et notre objectif. Bien sûr, le lien. Donc l'espace public au sens d'une fabrique, d'un espace symbolique et poétique, qu'il soit à la ville ou à la campagne, c'est pas on s'en fiche. On s'en fiche parce qu'on a mis l'espace public et qu'à chaque fois on réinvente nos spectacles et nos propositions quand on joue sur une place ou quand on joue dans un parc ou quand on joue au pied d'une église. Enfin, voilà, c'est un peu ce qu'on aime aussi, hein, c'est-à-dire se réinventer à chaque représentation. Pour autant, il y a quand même quelques différences, notamment sur l'implantation. Pour ceux qui connaissent un peu les arts de la rue, vous savez qu'on s'est construit dans une histoire de proximité avec les collectivités moyennes, voire petites. 40 ans plus tard, aujourd'hui on a quand même des opérateurs qui existent. Au départ, les artistes de rue sont aussi allés à la campagne parce qu'on avait besoin d'espace, comme ça a été dit dans les tables rondes d'hier et aujourd'hui. On est assez, notamment au moment où les arts de la rue aimaient à produire des grosses formes, donc il nous fallait beaucoup d'espace, et l'espace des villes a très vite été un espace où le prix du mètre carré n'était pas compatible avec notre appétit. Donc ils sont partis sur place quand on arrive, à une époque où il n'y avait pas d'opérateur culturel forcément, ce n'était pas forcément une préoccupation, même si on parlait de décentralisation. Forcément, on devient soi-même de compagnie, on passe opérateur. Et d'ailleurs, je pense que vous avez eu un exemple hier avec Transexpress qui a créé la gare à coulisses. Finalement, au départ, ils arrivent, où ils sont là, et puis de fil en aiguille, ils font le boulot parce qu'il n'y a personne sur le territoire qui le fait. Donc, c'est aussi jouissif, c'est-à-dire que être artiste et être à la fois opérateur, en tout cas dans les arts de la rue, c'est assez fréquent et on aime ça, c'est-à-dire qu'on aime bien être aux manettes et à la fois du projet artistique, mais aussi rêver et créer les conditions dans lesquelles ce projet va être reçu. Donc ça, par rapport à la ville, c'est quand même assez différent parce qu'en général, dans les espaces denses, il y a des opérateurs et il faut qu'on aille les rencontrer et puis on fait affaire ensemble et voilà. Et d'autre part, sur la question de la ruralité, il y a aussi cette chose qui fait que le rapport au public est quand même différent. D'abord, quand on peut se permettre des espaces d'expérimentation qu'on n'a pas forcément dans des espaces plus urbains, qui sont plus exposés au monde professionnel. Là, on est entre artistes publics
public, on est entre nous, on se comprend, on se suit. Et donc ça permet aussi de prendre des risques plus élevés, d'être dans une partie de laboratoire. Et puis on sort d'un rapport anonyme au public, on a un public qui suit, qui du coup ne s'intéresse pas que à une proposition, mais à un travail d'une compagnie qui crée une attache, qui crée une relation avec cette compagnie, et qui du coup va jusqu'à s'impliquer dans les projets, va jusqu'à s'impliquer parfois même dans les conseils d'administration ou les directions artistiques, quand ça leur est ouvert. Donc en ça aussi c'est assez différent. Et bon, il y a plein d'avantages aussi. Les inconvénients, c'est tout d'un coup d'être pris pour l'artiste qui va faire aussi toutes sortes d'animations. En plus, dans l'espace public, dès qu'il y a une brocante, vous allez bien nous faire un petit spectacle. Donc c'est aussi ça, essayer d'être dans l'éducation, entre guillemets, j'aime pas trop ce truc d'éducation des élus ou quoi, mais d'être dans la compréhension, l'intercompréhension entre les problématiques des élus qui, évidemment, eux, sont dans une préoccupation d'animation de leur territoire, mais des préoccupations des artistes qui, eux, sont offrir un regard et une parole sur le monde qui n'est pas forcément animatoire, même si, par ailleurs, ça peut l'être, mais ils ne sont pas là pour faire l'animation. Nicolas Salins, je vais vous présenter ici Acte Pro. Acte Pro s'est créé pour être la voix collective des compagnies qui entendaient prendre part au débat politique dans une logique de co-construction, quelque chose dont on parle beaucoup dans ce milieu, avec plus ou moins, et qui se fait, mais avec plus ou moins de bonne fortune, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, vous venez, vous, de Picardie. De Picardie, Damien, de Picardie. Oui. Non, j'ai dit une connerie. Non, Picardie, j'avais oublié. D'accord. Et justement, la Picardie est aujourd'hui fondue dans les Hauts-de-France avec le Nord-Pas-de-Calais. On a beaucoup dit, c'était un peu la réunion de deux régions qui s'étaient construites très très différemment. L'une avec une logique de politique plutôt tournée vers la ruralité, donc moins de lieux, plus épars, plus de soutien aux compagnies, et l'ancien Nord-Pas-de-Calais avec un tissu très dense, très urbain, avec une autre politique au fond qui faisait moins la part peut-être aux compagnies et plus aux équipements. Oui, c'est peut-être un constat qu'on a pu faire de manière un peu catégorique. Je pense que quand même que la question de la ruralité, on le voit aujourd'hui, elle se partage. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que on peut se rappeler les conditions des élections régionales qui nous ont amené effectivement à constituer ce collectif régional Art et Culture un an avant les élections et qui donc a regroupé un bon nombre de réseaux sur l'intersegment, enfin tous les secteurs de la culture se sont réunis pour se mobiliser par rapport à cette question et puis rappeler que la culture était une question essentielle par rapport à la politique, un projet politique. Donc voilà, on a pu faire un travail qui s'est synthétisé à travers un livre blanc qui a un peu remonté effectivement les expériences et ce qui s'est constitué en termes de politique culturelle sur les deux territoires. L'expérience en ex-Picardie, c'est effectivement que moins d'équipements culturels. Rapidement, on a une scène nationale en ex-Picardie et puis, je crois, une dizaine à peu près. 7, voilà. 7. Donc voilà, bon, c'est juste pour... 7 scènes nationales. Donc, et s'est engagé en ex-Picardie pendant les 2 mandats précédents, une politique d'investissement sur les territoires. Comment les territoires pouvaient effectivement, et donc il y a eu un bon nombre de compagnies ont été engagées pour habiter ces territoires et constituer avec les communautés de communes des temps de résidence et constituer des vrais projets aussi liés à leur création.
On a pu traverser sur ces 2 jours. Moi, je voudrais vraiment attirer l'attention sur peut-être une dérive possible qui est, il ne faut pas oublier que, les compagnies, ce sont des porteurs de projets artistiques et qu'il faut être à l'écoute de ça. Et que c'est à partir aussi de ces projets artistiques, alors aux artistes aussi d'être dans cette réalité sociale, politique, culturelle, etc. Mais c'est aussi en maillant avec ces propositions, ce travail, que peut-être il y a des choses un peu surprenantes qui peuvent, et des dynamiques qui peuvent se créer. Voilà, il faut faire confiance à ça. Avant peut-être pour arriver lentement vers la parole politique et au fond, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que la ruralité, c'est aussi la pauvreté, donc la débrouillardise, donc des tentatives de faire économie autrement et parfois en portant haut et fort certaines valeurs de l'économie solidaire, mais surtout en fabriquant des bouts de chandelle quand même. Alors est-ce que tous, vous avez l'impression que oui, la ruralité, c'est quand même être un peu moins doté que ses voisins ou ses institutions plus urbaines? Un peu moins doté. Comment dire? En fait j'ai oublié de dire ça tout à l'heure quand même. Moi, je travaille beaucoup pour je quitte, donc je motive et ça va ça. Mais c'était aussi poser à un moment donné les moyens avec lesquels on fonctionnait, de passer une annonce pour recruter quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, moins doté, oui, mais on ne peut pas, à un moment donné, on s'épuise à travailler et effectivement aller chercher les bouts de chandelle. C'est super, il y a des trucs qui sont complètement accélérateurs de processus, justement, dans le fait de pouvoir dire au maire j'ai besoin du cantonnier, est-ce que Dominique peut venir, etc. Enfin bref, ces rapports-là sont très très bien. Et après, juste c'est vrai je pense qu'il faut donner à ces lieux les mêmes moyens que dans les lieux urbains et que ce travail-là doit être considéré de la même manière. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais c'est cette considération-là, je pense, et je le disais ce matin, tout à l'heure en atelier, c'est pour moi, il faut se considérer comme le centre. On est le centre, et la ville, c'est l'écart. Et c'est nous, la périphérie, c'est la ville. Et donc la banlieue, c'est le centre, la ruralité, c'est le centre. Et c'est nous qui sommes... Donc on doit avoir les mêmes moyens que ceux qui se considèrent comme le centre maintenant, qui est l'urbain. Céline, vous nous disiez tout à l'heure un truc assez étonnant. Vous disiez au fond, on a beaucoup de mal à se faire soutenir très localement. Et de façon presque paradoxale, mieux on est soutenu nationalement ou à niveau régional, moins on a l'écoute locale. Comment ça se fait, ça? J'aimerais bien qu'on me le dise. Oui, la réalité, c'est que le lot de ces structures, donc nous, on est soutenus, je dirais, de l'échelle européenne à travers ces projets leaders sur les territoires ruraux, mais ministère de la Culture, région, département, et plus on s'approche, communauté de communes, et plus on nous reproche d'être soutenus par les plus importants, sous prétexte que, parce qu'on est soutenu par la DRAC, on serait moins dans la proximité que toutes ces associations culturelles qui sont sur le terrain. Et de l'autre côté, si on fait une table ronde avec la région, la DRAC et nos acteurs, nos partenaires, on va nous renvoyer le fait de dire oui, mais c'est dangereux si on vous soutient trop et que vous avez les pieds fragiles, quoi, entre guillemets. Et donc nous, on est un peu entre les deux, et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de se dire mais c'est quoi notre statut en fait? Nous sommes des personnes qui sont a priori compétentes, on a une activité qui se développe parce que finalement, je dirais de projet en projet, on a de plus en plus de partenaires, on vient à aller un petit peu plus loin avec des choses de plus en plus compliquées, mais on n'a pas les moyens de développer nos équipes. Et par exemple, au niveau de la région, on va nous dire oui, mais déjà, vous êtes sur le haut du panier parce que vous n'êtes pas une compagnie, parce que vous n'êtes pas un lieu. Mais je ne peux pas vous donner plus parce que déjà, ben voilà, c'est déjà beaucoup. Et ça pose la question de se dire oui, mais ces territoires-là, en fait, ils ne peuvent pas. Enfin, il n'y a pas de scène nationale qui existe. Et puis nous, on ne peut pas être cette taille-là. Donc, à l'échelle de nos projets, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme cadre
qui nous permettent non pas d'être remis en question tous les ans, hein, c'est un petit peu ce que disait Vincent tout à l'heure, mais qui ait une certaine sérénité dans le fait de pouvoir se projeter à plus long terme. Donc peut-être qu'il y a l'histoire des lieux, mais quel lieu? Peut-être qu'il y a l'histoire d'une thématique, mais quelle thématique? Mais c'est vraiment cette envie de se dire que chaque année on ne se bat pas en se disant, nous il y a 2 ans, la région, le 8 juillet en plein festival de l'Arpenteur, nous a enlevé 15% de nos soutiens. Donc sur l'année qui était en cours, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est cette question de la reconnaissance de ces acteurs à l'échelle des territoires et des spécificités de ces territoires qu'on porte. Alors on est en Isère avec Céline, mais dans la Somme, Philippe Cheval, j'ai envie de vous faire réagir. Comment vous réagissez à ces propos et comment vous, en tous les cas dans votre pays, je ne sais pas si tous les pays raisonnent la culture à la même échelle, mais comment regardez-vous ce la problématique de la culture en milieu rural, c'est ça la question que vous me posez, c'est d'abord sans doute avoir des moteurs et il faut parler des moyens et de l'économie derrière. Je pense qu'il faut des élus moteurs. Il faut qu'on soit sans doute, parce que, sans vouloir être négatif, et en le disant c'est moins facile à la campagne qu'à la ville, on a moins de lieux, on a moins d'attractivité dans notre territoire, les habitants sont peut-être un peu plus loin des considérations. Le pays a 70 000 habitants, 3 communautés de communes, 146 communes. Vous voyez un peu l'étendue avec tous les problèmes de mobilité qu'on peut imaginer. Donc quand on est élu, il faut sans doute être plus malin qu'ailleurs, plus souple qu'ailleurs, plus pertinent dans les décisions qu'ailleurs. Donc j'en vois sourire, c'est pas les qualités qu'on retrouve chez les élus peut-être, mais les élus doivent s'entourer de collaborateurs. Appel au comique. On doit s'entourer de collaborateurs et pour s'entourer de collaborateurs dignes de ce nom, il faut mutualiser les moyens. Donc déjà à notre niveau, quand on est pays 3Com, les 3Com mettent les moyens pour avoir finalement de l'ingénierie au niveau du pays et de pouvoir porter des politiques ambitieuses et pertinentes. Ceci étant, de toute évidence, ça ne suffit pas non plus, on s'appuie sur le monde associatif, on s'appuie sur les artistes, et c'est vrai que quand je dis qu'il faut être pertinent dans... Monsieur le Vice-président... Avec impatience, François de Coster, bonjour. Je continue. Il faut donc pouvoir s'adapter, mettre des défis aussi aux artistes qu'on invite à réfléchir avec nous. Quand on n'a pas de lieu, on se produit dehors, sur la place d'un village. On a des anecdotes croustillantes. Un village de 95 habitants a accueilli plus de 200 personnes sur l'ours de Tchekhov, qui n'est pas évident à comprendre peut-être, en plein air. Le maire, qui connaissait bien l'image de son village, quelque part, m'a dit c'est la 2e fois depuis la guerre 14, quand les Australiens sont venus libérer le village, qu'il y a eu autant de monde. Donc ce sont des événements, parce que ça marque les esprits. À partir du moment où ça marque les esprits, je pense qu'on marque des points. Et qu'on arrive avec cette médiation, ce bouche à oreille, cette fierté qui s'empare aussi quelque part, grâce à la culture de ses habitants, on arrive à faire évoluer. Et maintenant, dans le pays sans terre haute Somme, quand on parle culture, on ne parle pas et on ne pense pas à l'agriculture, par exemple, parce que c'était souvent associé, culture, agriculture, c'est de ça que tu nous parles. Non, attends, je vais t'expliquer. Donc il faut être peut-être plus inventif. On a des médiathèques à travers le pays sans terre haute Somme. On les a toutes mis en réseau. Les professionnels se sont organisés pour échanger leur expérience, pour essayer de faire, avec la houlette du coordinateur du pays, essayer d'avoir des idées novatrices, essayer d'avoir finalement des idées qui font qu'avec autant de moyens, on peut faire beaucoup plus. Oui, au fond, vous avez l'air de dire que c'est plutôt une question de prise de conscience, de désir, de conviction que de moyens financiers.
Je suis volontairement... Les moyens financiers, il faut quand même qu'on les trouve. Et je pense que ça, c'est quand on a avec les artistes, avec les assos, des projets qui tiennent la route et qui sont aussi partagés quelque part avec les habitants, on arrive à fédérer les énergies autour de nous. On a signé une convention hier avec la rectrice d'Amiens, le DRAC des Hauts-de-France, avec Jeunesse et Sport sur tout un dispositif qui s'intéresse au jeune public. C'est vrai que quand on a des outils pertinents qu'on a mis en place et qu'on a pu évaluer positivement, on a aussi autour de nous des gens qui sont prêts à nous aider et à fédérer. Alors derrière ça, il faut embrayer aussi sur, là on s'adresse à du jeune public puisque c'est du temps scolaire et du temps hors scolaire aussi, mais les temps de restitution de ces chemins artistiques, ce sont des temps où on amène, sans le dire, les parents, donc le grand public, sur des dimensions culturelles sans qu'ils s'en aperçoivent. Et c'est bien aussi de finalement arriver à leur insuffler de la culture sans les forcer. Voilà. Et il faut venir en étant à l'écoute, en étant original dans sa pensée quelque part, à irriguer ce monde rural qui est plus diffus, c'est sûr, mais quand on dit qu'il y a des lieux dans les villes, qui fréquentent ces lieux? 1% de la population peut-être, je ne sais pas, ou 2% ou 10%, mais quand on fait des actions comme les chemins artistiques, on amène peut-être 20% de la population à se déplacer. Donc c'est vrai que ça fait moins de monde, parce qu'on est moins concentré, mais à un moment ça fait quand même. Et à force de persévérance, mais c'est un long chemin, et puisque j'ai pris l'image de l'agriculture, il faut labourer longtemps, il faut hercer, on est en train de semer, et un jour sans doute on récoltera les fruits de tout ça, et il faut qu'on évalue nos dispositifs, mais dans la culture c'est pas évident. Il faut les évaluer pour nous, et pour prouver aux élus qui nous portent aussi, puisque je ne suis que leur représentant quelque part, donner le fruit de ce travail et le fruit de leur investissement financier également. On parlera tout à l'heure d'évaluation peut-être plus collectivement, parce que c'est une problématique qui est à la fois soulevée, évidemment soulevable, mais aussi problématique, et on va essayer de voir comment cette évaluation peut être prise en charge, peut-être plus collectivement que d'un point de vue strictement politique. En tout cas, c'est le rêve d'un certain nombre des acteurs qui sont là. Je profite de ce que François de Coster vient d'arriver, puisque vous présidez aux Destinées de la Culture dans cette région, donc vous êtes sans doute très attendu dans votre parole. Tout à l'heure, je disais, les Hauts-de-France, c'est la réunion de deux anciennes régions qui avaient l'une une particularité plus rurale et l'autre peut-être plus urbaine. Bon, Nicolas Salin s'est nuancé, mais moi j'ai l'habitude de tailler à la serpe pour faire des questions courtes. Quand vous êtes arrivé, vous, à l'exécutif de cette région, comment est-ce que vous avez regardé la réunion de ces deux régions? Merci, d'abord, merci Marie-Sophie de m'accueillir enfin dans ta ville, que j'aimerais pouvoir parcourir avec plus de temps, mais il faudra que je revienne. Merci à toutes et à tous de votre participation nombreuse sur un sujet qui est très important pour la région. Nous avons beaucoup partagé sur ce sujet pendant la concertation culture de 2016. Pour répondre à votre question, quand nous sommes nous sommes tous arrivés dans une nouvelle région, pas seulement les élus de janvier 2016, nous sommes tous les uns et les autres arrivés au tournant de l'année 2015 et 2016 dans une nouvelle région qui était la région Hauts-de-France, avec des expériences, des histoires différentes qui se mélangent aujourd'hui, mais aujourd'hui nous avons voulu passer ce temps de dialogue entre nous en 2016 pour pouvoir créer une nouvelle politique culturelle régionale. Finalement, la création de cette nouvelle région, ça a été un moment, une opportunité que nous avons tous reconnue comme telle pour pouvoir inventer quelque chose de nouveau. Alors inventer pas à partir de rien, parce qu'effectivement, il y avait des différences très importantes dans
j'allais dire, l'évolution des politiques culturelles entre les ex-régions Picardie, Nord-Pas-de-Calais, avec des investissements qui étaient différents, qui tiennent évidemment compte de la nature même du paysage de ces deux régions, avec un maillage urbain plus prononcé dans l'une que dans l'autre, mais avec, j'allais dire, des projections plus revendiquées dans l'une que dans l'autre. C'est-à-dire que le maillage important de structures et de lieux, peut-être sur le versant nord, avait été, je trouve, davantage compensé par son manque, par un rayonnement, une capacité, une agilité sur le versant sud. Et aujourd'hui, la nouvelle politique culturelle régionale, elle tient compte de ces expériences-là, et pour s'enrichir les uns les autres. On parle souvent de rééquilibrage entre les deux versants. D'ailleurs, ce mot de rééquilibrage, il faut le prolonger. Ça n'est pas qu'un regard d'un versant sur l'autre, c'est aussi dans les différents territoires de l'ensemble de la région, entre l'urbain et le rural. Mais nous pouvons véritablement tenir compte de ces expériences variées qui, aujourd'hui, font cette nouvelle politique culturelle. On connaît les politiques de rééquilibrage qui ont longtemps été le terreau des politiques publiques en matière de ruralité. Je le rappelais au début, depuis 2 jours, et ça s'est dit encore là, juste avant que vous n'arriviez, on sait aussi que ce sont des territoires, la ruralité, qui permettent des modes d'expérimentation particulières pour X raisons que ces 2 jours ont beaucoup développé. Qui sont aussi fondées sur des économies qui parfois sont très innovantes, à défaut d'être très riches. Si on les considère enfin peut-être comme des territoires d'expérimentation, qu'est-ce que la puissance publique comme vous peut répondre en termes de dispositifs? Alors est-ce qu'il y a autre chose d'ailleurs que des dispositifs, mais de plus en plus on parle de dispositifs, et comment vous y répondez? Je pense que c'est une boîte à outils de plusieurs outils. Il y a les dispositifs, je vais y venir dans un instant. Mais j'ai entendu mon collègue parler de volonté politique. Je crois aussi la manière dont nous avons organisé, d'une part, la concertation, et puis aujourd'hui, pour pouvoir créer cette nouvelle politique culturelle régionale, mais maintenant aussi pour la mettre en œuvre, avec notamment des espaces infrarégionaux calés sur la politique d'aménagement du territoire, qui nous amènent très régulièrement non pas à l'échelle de la région, mais aussi dans des ensembles plus petits, même s'ils restent très grands, 9 espaces infrarégionaux, qui nous permettent aussi d'interpeller l'ensemble des acteurs culturels vis-à-vis d'une relation territoriale. D'avoir dans une même salle les acteurs culturels, les élus, non seulement régionaux, mais aussi les autres élus présents pour pouvoir envisager l'ensemble des choses. Je voudrais donner un exemple qui est celui de mon agglomération. L'agglomération du Pays de Saint-Omer, qui est une nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion de 4 intercommunalités, une communauté d'agglomération et 4 communautés de communes, dont 2 étaient très rurales. Nous venons de faire, donc 9 mois après sa création, un premier bilan de l'action culturelle dans les communes de cette nouvelle agglomération. Nous avons 53 communes dans cette agglomération de 105 000 habitants. Eh bien, en 9 mois, nous avons déjà eu une présence culturelle, soit directement des services culturels de l'agglomération, soit de l'EPCC commun créé entre la communauté d'agglomération et la ville de Saint-Omer, dans 48 des 53 communes. C'est-à-dire que nous avons posé dans le projet de territoire constitutif de cette communauté d'agglomération une ambition culturelle, sans avoir la compétence culture au niveau de l'agglomération, qui reste une compétence des communes. Et même sans avoir cette compétence uniquement au niveau de l'agglomération, nous avons choisi d'avoir une ambition culturelle pour tous. Et ça se traduit par une programmation. Vous parliez d'expérimentation. Oui, je pense que l'expérimentation d'innovation, elle doit être partagée, quelle que soit la taille de la commune. Mais je dirais que je préférerais élargir encore et dire que nous pouvons proposer les mêmes formes à la ville, à la campagne. À Saint-Omer, on a redécouvert il y a 2 ans une édition du First Folio de Shakespeare. Depuis, nous sommes engagés sur une diffusion des œuvres de Shakespeare très très large. Nous avons produit
la Compagnie d'Usieux, Othello. La même forme, j'insiste vraiment, la même forme a été proposée dans une commune de 2000 habitants, une de 500, et ensuite, pour finir, à Saint-Omer, la ville-centre de l'agglomération. La même forme. Parce que je ne veux pas, enfin, en tout cas, moi, en tant que responsable politique, je ne veux pas qu'on vienne opposer les territoires sur les formes. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, dire qu'on doit être en capacité d'offrir la même excellence aussi, quels que soient les territoires. Parce que sinon, on a finalement un discours qui est quasi misérabiliste, finalement. Et ça, je n'en veux pas, parce que ce n'est pas le rôle de la culture d'aller sur ce champ-là. Je crois, au contraire, on est dans un rôle d'épanouissement pour tous. Et donc, la manière dont les agglomérations, les intercommunautés vont envisager cette ambition culturelle me semble très importante. Donc il y a une question d'appréhension de ce que doit être une politique culturelle à l'adresse de tous les habitants dans un territoire. Ça passe évidemment par des dispositifs. Là, vous avez raison, et les dispositifs que nous mettons en place sont des dispositifs où il y a un de nos axes de cette nouvelle politique culturelle régionale qui questionne la vitalité des territoires et la relation avec l'ensemble des habitants. Et donc, dans nos dispositifs, je pense aux résidences de création, qui sont des résidences où nous allons essayer de favoriser précisément la manière dont des implantations de résidences dans des territoires où l'offre culturelle doit être renforcée. Donc il y a des dispositifs clairement fléchés pour offrir une opportunité à l'ensemble des territoires. Et puis il y a la manière dont on envisage des dispositifs et leur déclinaison territoriale. Un autre exemple, c'est la question de la mise en place dans quelques semaines, quelques mois, sur l'emploi culturel, des premiers médiateurs dans les salles de cinéma de proximité. Eh bien, dans les critères d'éligibilité, nous avons évidemment retenu principalement les salles qui sont parfois dans des territoires les seuls lieux culturels. Voilà. Et donc, c'est aussi une manière où il y a la volonté politique, les dispositifs et la manière dont l'ensemble des dispositifs sont mis en œuvre. Oui, je voudrais vous interpeller aussi sur une chose, parce qu'en vous écoutant, je me disais, vous parliez de budget fléché. Donc voilà, ça a du sens, en tous les cas, ça a de la matière, un budget fléché. Ce qu'on entend quand même beaucoup aussi, quand on écoute les acteurs, ce que je fais depuis hier, c'est qu'au fond, les dispositifs, ils sont quand même toujours un petit peu étroits. Or, on est, pour beaucoup de projets, en tous les cas, enfin en milieu rural, en tous les cas, pour ce qu'on en entend ici, dans des projets qui ont des dimensions extrêmement variables, qui ont des dimensions qui sont à la fois économiques, citoyennes, culturelles. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des dispositifs moins fléchés? C'est-à-dire avec des cadres un peu plus élargis pour des propositions qui portent en elles d'autres façons de faire. Vous posez la question qui est celle justement des rigidités qu'il faut dépasser. Et donc nous avons préparé ensemble deux dispositifs qui vont être votés très très prochainement, la prochaine plénière, sur l'expérimentation, la recherche et l'expérimentation, et un autre sur l'émergence. Et sur l'expérimentation et la recherche, l'objectif, si vous voulez, dans une vie antérieure, je me suis occupé de recherche. C'était la même chose dans le milieu de la recherche, c'est-à-dire les beaux appels à projets du CNRS, où finalement celui qui trouve aurait dû trouver avant de faire sa recherche pour être dans le bon programme de recherche quelque part. C'est un peu la même chose sur les projets culturels. Donc on a besoin d'avoir aussi des lieux où il y a carte blanche. Ces lieux-là, c'était une demande qui venait de la concertation culture de 2016. On les crée au travers de ces deux dispositifs-là. Donc un véritablement sur l'expérimentation et la recherche. Grosso modo, c'est vraiment la page blanche. Et puis l'autre sur l'émergence où, par nature, il faut qu'on puisse prendre des risques. Nous avons, je pense, entendu ce message, on l'a partagé en 2016 en construisant ce deuxième dispositif où finalement la collectivité prend une part de risque plus importante que dans les autres financements, c'est-à-dire en allant sur
une proportion de financement qui sera plus importante. On ne parlera plus d'assiettes subventionnables, mais de l'ensemble du coût du projet, ce qui permettra de faire de la valorisation. Si vous voulez, on a, pour ne pas entrer dans la grande technique, mais on a ce règlement budgétaire financier qui nous limite à un plafond de 50% normalement de l'assiette subventionnable. Et là, nous allons pouvoir dépasser, c'est le résultat de notre discussion d'il y a quelques jours à peine, en inscrivant 50% du coût total. Ce qui permettra d'aller au-delà, si vous voulez, et avec de la valorisation, etc. Donc de rejoindre finalement ce qui avait été connu en Picardie autrefois, mais sur la partie émergence cette fois-ci. On a besoin d'avoir ces dispositifs d'aération comme ça. Ça, c'est absolument nécessaire. Et moi, j'espère que ces dispositifs-là, on va vraiment pouvoir les développer. Qu'est-ce que vous attendez de ces dispositifs-là, au fond? Parce que l'expérimentation, on sait bien qu'elle avance en marchant, donc vous ne pouvez pas avoir de finalité réelle sur ce qu'elle pourrait apporter. Est-ce que c'est pour vous une façon, quand vous dites d'ouvrir, mais d'ouvrir peut-être même vos manières de faire politique? Est-ce que c'est une manière de mieux répondre à ce que demandent les acteurs culturels? Est-ce que vous avez des méthodes d'évaluation déjà de cette expérimentation dont on disait à juste titre ce matin, bonjour, si on se met sur des critères traditionnels, l'expérimentation est vouée à l'échec. Vous, politique, vous en attendez quoi? Non, justement, c'est la carte blanche. C'est la carte blanche. Il faut véritablement qu'on ait la possibilité d'offrir, d'être accompagné sur un projet sur lequel l'évaluation, elle n'est pas critéririsée à l'avance. Parce que je trouve que sur le champ culturel, alors qu'on a défini comme priorité première et que ça reste un combat à l'intérieur de l'Assemblée régionale, la création et la créativité comme les priorités de notre politique, je dis notre, pas seulement celle des élus, celle des acteurs, parce qu'on l'a construit ensemble, et donc il est nécessaire d'aller jusqu'au bout de cette confiance et d'aller jusqu'à la carte blanche. Marie-Sophie Laine, vous êtes, je disais, conseillère régionale à l'agriculture. Alors je ne sais pas jusqu'où la conseillère régionale à l'agriculture est sensible à la culture. C'est des budgets qui restent quand même encore très cloisonnés. Mais vous me direz peut-être, en tous les cas, vous êtes aussi maire et vous avez dit ce matin, ce que j'ai écouté avec un certain délice, qu'un musée allait s'installer dans l'ancienne gendarmerie. Donc voilà, si la culture n'adoucit pas les mœurs, je ne sais pas quelle meilleure preuve on pouvait trouver, donc ça c'est plutôt assez réjouissant. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous envisagez la culture, en tous les cas vous à l'échelle et de la région avec un autre mandat et de la ville, comment est-ce que pour vous la culture est nécessaire dans vos façons de penser le territoire tout simplement? Mais écoutez, moi je pense que la culture effectivement elle est nécessaire, elle est indubitablement dans nos préoccupations quotidiennes, surtout quand on a des lieux de diffusion comme celui-ci, hein, voilà. Et il n'y a pas que celui-ci dans la ville. On est forcément concerné par ce qu'on veut faire en matière culturelle. J'ai mon adjointe qui est ici, lui fait un clin d'œil. C'est très important, voilà. Moi je trouve que c'est tout simplement le supplément d'âme et la petite façon aussi de se différencier et d'attraper l'attention de nos concitoyens qui ont bien des occasions de rester repliés sur eux-mêmes. Et donc, voilà, on y travaille intrinsèquement. Et puis la culture, elle est vecteur de développement économique, vecteur de développement touristique. Donc à ce titre-là aussi, on y tient beaucoup. Voilà, donc la politique culturelle sur un territoire rural, j'entendais tout ce que vous disiez tout à l'heure. Je m'enrichis beaucoup de tout ce que j'entends, à la fois des artistes, des acteurs, des politiques aussi. Elle a beaucoup de vertus pour moi, la culture en milieu rural. Elle est, on le voit, un petit peu plus libre, un petit peu moins dotée, comme vous le disiez aussi, qu'en milieu urbain. Pour moi, il faut essayer de faire se rencontrer ces deux mondes qui ne sont pas antagonistes, hein, j'allais dire le professionnalisme, le regard plus tendu et plus exigeant que les urbains portent
quand ils viennent dans des lieux de diffusion qui sont connus, reconnus, labellisés, etc., eh bien, effectivement, il faut pouvoir l'amener dans les territoires ruraux, ce que disait mon collègue François avec beaucoup de justesse. Il ne faut pas qu'il y ait deux cultures, des cultures à différentes vitesses. Et c'est un petit peu ça que je ressens en tant que maire, en fait. C'est qu'on essaye d'amener l'excellence sur les territoires ruraux, parce qu'il n'y a pas deux types de citoyens, il n'y a pas les ruraux, les urbains. Ce serait une grave erreur de considérer ça, parce que ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui, cette fracture territoriale, cette France périphérique, ça se nourrit en fait, hein, ces réflexes qui sont pas toujours bons et qu'on voit se traduire dans les urnes. Il faut lutter contre ça. Par la culture, en disant mais il n'y a pas deux citoyens, voilà, on a accès à la même culture, on regarde tous de toute façon les mêmes émissions à la télé, on a tous les mêmes films de cinéma, on va tous voir les mêmes choses, et donc il faut absolument que la diffusion culturelle et artistique se fasse de la même façon, absolument, sur les territoires ruraux, voilà. Et donc c'est important de faire en sorte que les lieux de diffusion en milieu rural existent, de les ouvrir à tous, et pour ça, effectivement, il nous faut des moyens. Il faut des moyens pour les compagnies, il faut aussi un peu de moyens pour les communes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités budgétaires et financières que les villes, que les grandes villes, c'est sûr, que les agglos, que les territoires organisés. Et donc il faut veiller à cet aspect-là également, je pense, dans les années qui viennent, qui ne vont pas être simples, on le sait déjà, et qui vont forcément avoir des retentissements sur les politiques culturelles. En tout cas, nous on est convaincus, moi je le suis, qu'il faut qu'on lutte contre cette pente sur laquelle on déclinerait forcément naturellement, qui serait de nous faire réduire le volume de nos politiques culturelles. On essaie de faire beaucoup avec des moyens limités, mais il faut surtout essayer de contrer voilà, cette tendance qui viendrait à nous faire renoncer à des ambitions culturelles. Moi, je vois qu'on a un impact dans l'esprit des gens. Je pense sincèrement que même ceux qui ne viennent pas profiter de nos spectacles et de notre diffusion artistique regardent quand même ce qui se passe dans nos lieux de diffusion, dans ce théâtre et dans d'autres lieux, et que même ça, c'est important. Voilà, simplement le message qu'on passe en montrant qu'on a le même intérêt pour eux que s'ils habitaient dans des territoires très organisés et plus dotés. Alors, on sait que effectivement les villes sont quand même les premières financeurs de la culture, et qu'elles sont très impactées par la réduction des dotations budgétaires et des transferts, en tout cas, des dotations budgétaires de l'État. Ça veut dire que vous dites ça va s'aggraver, vous pouvez... Oui. Vous dire qu'il va être pessimiste d'un coup, c'est-à-dire ces prochaines années, longtemps. J'espère que je serai démentie par les faits, mais on sait tous qu'on va encore être contraints. Ce sera le cas des régions également, bien sûr, et des départements à nouveau. C'est d'ailleurs dramatique, quoi, parce qu'il y a un moment où on ne va plus pouvoir assumer notre rôle naturellement. En tout cas, on nous annonce des plans d'économie, on nous annonce, etc. Enfin bon, tout ça ne va pas dans le bon sens. Et on espère ne pas être rattrapé par des questions du style « mais que supprime-t-on » Voilà, parce qu'il y a forcément un moment où on risque d'être confronté à ces questions. On en a vraiment peur dans nos communes, mais on fera tout pour que la culture ne soit pas sacrifiée. Et pour vous dire, avec mon adjointe, en fait, nous, notre travail actuellement, c'est d'essayer de remplir les lieux de ce théâtre, les lieux de diffusion, pour essayer de compenser le coût. Il y a un investissement, je ne veux pas trahir de secret. Ici, la programmation du théâtre, elle coûte environ 60 000 € par an. Et c'est vrai que si on retire les recettes, il y a un delta quand même important. Donc il faut qu'on essaye de travailler sur l'information, la communication, essayer d'associer toujours plus de monde, la co-construction, comme vous le dites. On a ici un festival, c'en est la preuve manifeste. Il faut associer le collège, la cité scolaire, les écoles, parce qu'on a les parents.
On sait aussi quand la compagnie de théâtre Berlot se produit ici, elle a tout son réseau d'anciens acteurs, d'élèves, et que ça fait du monde. Donc on est attentif à équilibrer ce genre d'événements avec des événements plus créatifs qui nous coûtent voilà, des cachets, et c'est bien normal, pour avoir au final, au bout de l'année, une forme d'équilibre. Et donc cet équilibre-là, on y est de plus en plus attentif parce qu'on a moins les moyens de se payer des déficits au bout de l'année. Christiane Lehmann, je suis désolée, je ne peux pas creuser vraiment les sujets, on a une table très très lourde, très nombreuse, mais on va finir ce tour de piste et on finira peut-être avec vous à la DRAC, Frédéric Barra. Mais, vous avez une délégation culture. Alors qu'on soit bien clair, parce que je croyais que le parc national était déjà créé et depuis une demi-heure, je sais qu'il ne l'est pas. Donc vous avez une délégation culture pour un parc qui est en préfiguration, qui a obtenu l'aval de la préfecture, mais qu'apparemment la région, moi je peux le dire, vous ne le direz pas, mais que votre région, vous êtes dans l'Isère, renacle un peu à faire financer. Alors peut-être déjà nous dire ce que c'est que ce parc national. Je crois que c'est une vieille histoire d'ailleurs qui est née d'un espace. Racontez-nous peut-être la constitution de ce parc et ses enjeux. Oui, alors je vais peut-être ennuyer les personnes qui étaient dans l'atelier dans lequel nous étions avec Céline hier après-midi. Alors effectivement, moi je suis un petit peu différente des personnes qui sont ici parce que je suis maire adjointe d'une toute petite commune de 300 habitants en Savoie, et cette petite commune se trouve sur le territoire du massif de Beldonne. Et le massif de Beldonne, c'est donc un massif alpin qui a cette particularité d'être à cheval sur deux départements, l'Isère et la Savoie, qui compte une grande cinquantaine de communes et 6 intercommunalités. Et c'est un territoire qui possède un patrimoine extrêmement riche, en particulier un patrimoine naturel. La richesse de ce patrimoine a d'ailleurs été reconnue par la Fédération des parcs naturels, puisque nous avons eu une estimation, une étude de faisabilité du territoire. Elle a donc été reconnue et également retenue par le préfet de région. Donc un territoire qui possède une grande richesse, en particulier richesse naturelle, mais dont les enjeux de développement sont extrêmement importants, en particulier les enjeux de développement économique avec le risque de disparition d'un certain nombre d'activités économiques traditionnelles comme l'agriculture, le pastoralisme, etc. Avec des enjeux sociaux importants, un grand renouvellement des habitants dans les villages, que ce soit du côté isérois ou du côté savoyard, ce qui pose des problèmes qu'on a déjà évoqués ici au cours de la journée, au cours de ces 2 journées, c'est-à-dire des risques de conflits, je dirais, d'habitude, d'usage entre les anciens, les nouveaux, etc. Nous avons pensé, depuis une vingtaine d'années, il existe sur ce territoire une association qui s'appelle l'association Espace Beldonne, qui a la particularité d'avoir un fonctionnement mixte, c'est-à-dire qu'elle est constituée à la fois de représentants des collectivités territoriales qui adhèrent à l'association, mais aussi des acteurs du territoire, que ce soit des acteurs économiques ou que ce soit des associations ou des acteurs culturels. Et donc, cette association porte depuis une vingtaine d'années, en particulier, tous les programmes leaders qui permettent d'aider au développement du territoire. Mais nous avons pensé que nous étions arrivés on était arrivés en bout de course, si je puis dire. Il fallait absolument qu'on passe une étape supplémentaire, en particulier pour que les moyens qui sont accordés dans le cadre des programmes leaders deviennent des moyens pérennes, parce qu'on a beaucoup de mal. C'est un peu la même situation que les lieux ou les compagnies qui sont en fait soumises à l'incertitude des subventions qui tombent tous les ans ou tous les 2 ans. Donc nous avons pensé que compte tenu et de la richesse patrimoniale et de notre volonté et de notre ambition pour le territoire, parce que ça, moi ça me paraît extrêmement important, c'est que des politiques
aient une ambition pour leur territoire. Et nous l'avons, et nous avons pensé que le parc pouvait être une solution pour justement pérenniser ces besoins dont nous avons, enfin ces moyens dont nous avons besoin. Alors donc nous étions bien partis. C'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes est un petit peu frileuse, mais je pense qu'on va réussir à s'en sortir, parce que de toute façon c'est l'intérêt. La région n'a pas intérêt à ce qu'un territoire comme Beldonne, sur lequel il y a des stations de ski comme Champs-Rousse ou autres, soit laissé un peu à l'abandon, parce que c'est quand même un peu ça. Hein. Il faut faire attention. Ces territoires sont quand même très menacés. Alors, il se trouve que dans le projet que nous avons monté, il y a bien sûr des aspects économiques, des aspects environnementaux, mais il y a aussi un aspect culturel. Et nous y tenons énormément. Donc, en ce moment, nous sommes en train de travailler à écrire une charte, même si ça ne prend pas le nom de charte, mais d'écrire un projet pour le territoire, comme si nous devions, dans les 2 ans, 3 ans ou 4 ans à venir, être un véritable parc. Ceci étant dit, moi je voulais dire qu'en tant qu'élu, même si je suis élu d'une toute petite commune et puis d'un territoire qui pour le moment n'a pas énormément de moyens, moi j'ai entendu tout ce qui a été dit, j'ai entendu le besoin d'innovation, le besoin de recherche, j'ai entendu le besoin d'être serein, de ne pas avoir les pieds fragiles, comme disait Céline. Et je pense que nous, élus, on a cette responsabilité. Parce que prendre des risques, accepter des paris, qui peut le faire autre que la puissance publique? C'est un choix politique. Et ce choix, il faut le prendre. Voilà, moi, ça me paraît essentiel. Apparemment, la puissance publique en question, la région, monsieur Laurent Wauquiez, si je ne m'abuse, qui a des problèmes à entendre cette nécessité-là. À quoi vous l'attribuez, outre que vous n'êtes pas le seul secteur culturel, évidemment, qui parvient mal à l'oreille de M. Wauquiez? À votre avis, où est le problème pour que ce parc, enfin, devienne une réalité? Écoutez, vous me mettez là dans une situation un peu difficile. Rassurez-vous, je porte tout. Écoutez, je pense que je ne peux me fier, moi, qu'à ce qu'on nous dit. On nous dit que, voilà, c'est vrai que les moyens sont limités, y compris donc au niveau des régions, et que il faut réduire la voilure. Et c'est vrai que les parcs, nous avons un certain nombre de parcs dans la région Rhône-Alpes, et les parcs ont vu leurs moyens aussi diminuer. Donc je suppose que M. Wauquiez hésite parce qu'un parc, ça coûte quand même, ça coûte. Voilà. Bon, mais je pense que nous allons négocier, nous avons des soutiens, nous avons quand même des soutiens, y compris de vice-présidents de la région Rhône-Alpes. Voilà. On va continuer ce tour de table, qui va d'ailleurs bientôt s'arrêter, avec Frédéric Bourrat. Donc vous êtes DRAC adjointe de cette région, vous représentez l'État à cette table. On a très peu de temps, j'ai envie d'aller très vite. L'État, il a au fond on en connaît, ou moi j'assume connaître essentiellement 2 manières de faire aujourd'hui culture pour l'État. C'est de labelliser, en tous les cas d'accorder une très forte importance aux labellisations, d'avoir créé beaucoup de labels pour des lieux avec des cahiers des charges ad hoc. C'est une façon de faire politique. Et une deuxième façon de faire politique qui serait plutôt de travailler en lien avec les collectivités territoriales et de contractualiser avec les dites collectivités. Jusqu'à présent, je n'ai pas dit d'erreur manifeste. On a parlé de cette question des labels. On tourne autour depuis 2 jours cette question des labels. Vous n'étiez pas là, mais avec ce besoin des acteurs de l'espace rural d'être reconnus, se dégage la question de la labellisation, portée par des gens comme Céline, par exemple, ou d'autres qui, au fond, appréhendent la question des labels et de leur cahier des charges en disant « oulala, mais nous, on ne va jamais rentrer dans ces cahiers des charges, donc il faut nous trouver autre chose comme dispositif ». Est-ce qu'il est possible d'envisager des labels pour un milieu rural, mais qui est là aussi des cadres assez souples pour que les acteurs puissent s'y retrouver? C'est direct, là, ma question. Oui, c'est effectivement, je pense
je vais peut-être vous donner un scoop, je ne sais pas, non, je ne pense pas du tout. Non, je pense que cette question des labels, finalement, c'est un terme qui recouvre ce qu'on entend depuis un moment, c'est-à-dire la prise en considération d'un besoin de visibilité dans le temps, de sécurité, de long terme dans les projets pour leur laisser justement le temps d'expérimentation, etc. Bon, bah ça, c'est une préoccupation qui dépasse la préoccupation du label. C'est la question du statut des intervenants, des artistes. Et finalement, si on revient à la question vraiment du monde rural, c'est aussi finalement la nécessité de pouvoir offrir la même qualité d'offre, de ne pas avoir des acteurs pour le territoire rural et des acteurs pour d'éventuels autres territoires qu'on aurait du mal à qualifier. Et je pense que finalement, c'est peut-être cette question d'un label qui manquerait, qui boucherait les endroits où il n'y en a pas. Ça me paraît pas forcément la meilleure façon de faire. Moi, j'ai beaucoup entendu la nécessité de la prise en compte de la spécificité des territoires, de la richesse de ces territoires. C'est pas juste du vert sur une carte, c'est toute une épaisseur patrimoniale, c'est tout un tas de réseaux existants, pas tous professionnels mais existants. C'est aussi cette question des ambitions pour le territoire portées par les élus, ça c'est absolument fondamental. Et tout le travail qu'on fait de contractualisation pour accompagner les territoires, il est justement souvent le relais et la chambre d'écho de ces ambitions pour le territoire. Et je pense que c'est vraiment dans cet esprit qu'on essaye, nous, d'accompagner les différents lieux en ayant un cadre qui soit ouvert, qui soit modulable. On a bien sûr des dispositifs. Alors les dispositifs, c'est un peu comme les labels, c'est des cahiers des charges, c'est des choses extrêmement... dans le fond, il faut bien les définir à un moment, il faut bien qu'il y ait aussi dans un engagement contractuel, des engagements des deux côtés. Et ce qu'on est en train de mettre en place pour les territoires ruraux, ces contrats culture-ruralité, ils ont vraiment la volonté de fédérer l'existant, d'être à l'écoute du territoire, et puis peut-être d'être suffisamment souple et modulable pour permettre justement une réponse qui soit adaptée à la diversité des publics. Je crois qu'on en a parlé aujourd'hui, mais je crois beaucoup hier aussi, sur le fait qu'il n'y a pas un public rural, il y a toutes sortes de publics ruraux, toutes sortes de gens de différentes générations, et qu'il faut qu'on soit vraiment en capacité de répondre à tous. On a aussi quelque chose qui nous oblige, c'est au sens le plus noble du terme, c'est la nécessité de l'éducation artistique et culturelle, même si le terme n'est pas forcément toujours très, très beau et fait un petit peu techno. Mais je pense que ça, c'est aussi pour nous la façon de mettre en avant la nécessité d'aller vers tous les publics. Et je pense qu'au travers de ces programmes mis en place d'abord pour la jeunesse, on va aussi vers les familles, vers l'ensemble des habitants d'un territoire, et que c'est certainement la meilleure façon d'enrichir et de soutenir l'ambition des élus pour leur territoire. Alors ensuite, il y a aussi toute la question de la diffusion. Peut-être que là, on revient à la question des labels. C'est vrai que ce qu'il faut, c'est qu'on puisse aider l'ensemble de nos lieux labellisés, l'ensemble des compagnies, des artistes, à pouvoir peut-être mieux diffuser au profit justement des endroits où la diffusion est peut-être plus difficile. On réfléchit d'ailleurs en lien avec la région à la façon de rendre plus efficace, d'avoir une chambre d'écho plus large autour de ces questions de diffusion, peut-être pour atteindre plus de territoires. Oui, au fond, derrière la question des labels, j'ai l'impression que se pose quand même au fond la question de la protection, de l'engagement, de la reconnaissance, de façon de faire spécifique. Et en vous écoutant, je me dis au fond, vous, votre inquiétude, ça serait plutôt de spécifier, vous aimeriez plutôt que cette question rurale ne se distingue pas trop des autres questions. Je vous ai mal écouté. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas été claire, mais je pense qu'il y a quand même...
on ne peut pas dire il y a un public rural et un autre public. On ne peut pas dire il faut une offre spécifique pour les territoires ruraux et en même temps on ne peut pas dire on plaque quelque chose sur l'ensemble du territoire, quelles que soient les conditions. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'on veut à la fois être à l'écoute d'attentes spécifiques, de ressources spécifiques. Et je pense notamment, on a à l'esprit les labels et on a à l'esprit la question du spectacle vivant, mais il y a tout ce qui concerne le patrimoine. Il n'y a pas une seule commune qui n'ait pas des ressources patrimoniales, qui n'ait pas aussi toutes des ressources qui soient à même de justement faire sens pour les habitants de ces territoires qui ont parfois peut-être besoin qu'on leur réenchante un peu le regard sur les territoires qu'ils occupent. On a parlé des paysages, on a parlé des ressources. Le ministère de la Culture a depuis très longtemps des conventions avec les parcs naturels, qu'ils soient régionaux ou nationaux, qui sont souvent des acteurs extrêmement importants pour justement cette valorisation de l'existant, qui portent aussi, souvent, moi j'ai travaillé dans l'Est de la France, des projets culturels extrêmement ambitieux, en lien avec les différents acteurs du territoire, qu'il s'agisse du spectacle vivant ou du patrimoine. Je pense qu'il ne faut pas voir d'un côté les labels avec peut-être en arrière-plan l'idée de quelque chose à une échelle régionale et qui serait plutôt vers des territoires urbains, et puis des solutions qui seraient directement liées aux attentes un peu spécifiques d'un territoire. Toute la question est bien d'avoir une offre et que l'offre elle soit vers l'ensemble des citoyens. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle ni de label qui permettrait de finalement boucher les interstices pour lesquels on n'a pas forcément de solution toute faite. Je me tourne vers vous, acteurs culturels, qu'est-ce que vous en pensez? Je croyais qu'ils avaient la paix là, tranquille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je maintiens le fait de dire comment on reconnaît les spécificités du contexte rural, non pas dans l'offre, non pas dans l'offre, puisqu'on est bien tous d'accord que l'exigence artistique doit être la même partout, mais dans les pratiques, dans les savoir-faire, dans les compétences qu'ont ces structures, qu'ont les compagnies qui travaillent sur ces terrains-là. Et comment peut-on faire quand on est aussi fragile dans la réalité quotidienne? Moi, personnellement, je ne suis pas pour une labellisation, très personnellement. Par contre, effectivement, une consolidation des moyens et effectivement des espèces de cartes blanches, des expérimentations à long terme, oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'expériences qui se font, je pense à Pomme, les quartiers rouges par exemple, enfin, des endroits comme ça qui mériteraient en fait une reconnaissance plus importante que celle dont ils bénéficient. Mais par contre, la labellisation, déjà, je pense que les lieux labellisés, alors, il y en a qui font très bien leur travail. Malgré tout, à un moment donné, il y a quelque chose que je trouve un peu trop... c'est des opérateurs de la politique culturelle, et donc ils sont tenus à des cahiers des charges qui font que parfois ils empêchent aussi l'invention, et ils la permettent aussi, hein. Mais je pense, pour moi, personnellement, le label ne me semble pas une solution. Donc, après sur le soutien de la même manière des structures, quel que soit l'endroit où elles sont implantées, en milieu urbain ou rural, je pense que c'est très important et que ça, on n'est pas logé à la même enseigne, quoi. Et que donc il faut rétablir un petit peu la balance. Là, et après, on va peut-être partager la parole. Il nous reste 20 minutes pour tenter de la partager. Tu veux le micro? Oui. Micro. Allez-y, comme vous voulez. Comment on fait? Je vais répondre à ça et puis je vais quand même dire 2-3 choses qui m'ont chatouillé l'oreille et donc forcément la langue va venir soulager mon oreille. On n'a pas beaucoup de temps et je vais dire plein de gros mots, donc je suis désolée, je vais aller vite et je vais y aller à la serpe. D'abord, l'UFISC, qu'est-ce que c'est quand même? L'UFISC, c'est l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Ça regroupe une quinzaine de fédérations, syndicats, dont la Fédélima avec Vera qui est intervenue ce matin, la Fédération des arts de la rue, le SMA, TEMA pour les marionnettes,
la Fédération des musiques traditionnelles. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, ça représente des milliers de structures en fait à travers le territoire, et c'est à partir de là que je parle. On s'est fondé en 99 en réaction à une réforme qui visait la fiscalité des associations de loi 1901, et c'était pas peu dire. On a gagné, hein, on a commencé à discuter avec la Direction générale des impôts, et aujourd'hui encore on bénéficie d'une reconnaissance de nos activités comme ne faisant pas partie du champ concurrentiel, et c'est très important. C'est très important parce qu'on l'a obtenu sur un dialogue. Alors, on s'est battu, tout ça, mais ça rejoint un peu le comment on fait, c'est-à-dire on co-construit. La co-construction, c'est un gros mot, c'est galvaudé, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est aussi quelque chose qui, dans les dernières 3 années là qu'on a passées, il y a eu un certain nombre de réformes. Il y a eu la réforme sur les collectivités, il y a eu la loi ESS, il y a eu la loi création, et toutes vont vers une même logique de reconnaissance de la co-construction des politiques publiques et de la coopération. C'est important parce que même quand on est dans un village de 200 habitants, c'est ça qui nous gouverne, et c'est ça qui vous gouverne aussi. Donc de la plus grande ville à la plus grande métropole au petit village, on est quand même dans ce contexte-là qui fait qu'il y a quand même une reconnaissance des logiques de coopération qui aujourd'hui semblent essentielles. Pourquoi ? Peut-être parce que le politique perd un peu de sa puissance. Aujourd'hui, je dévoile rien, on sent quand même que le politique doit venir batailler sur la scène pour prendre toute sa place et pas forcément être au service d'autres enjeux. L'enjeu principal, c'est évidemment l'intérêt général. Ça nous guide tous, aussi bien les élus que les associations dont j'ai entendu les divers projets, même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, même si les partis politiques ne s'entendent pas et n'ont pas forcément les mêmes visions, ce qui nous guide, c'est quand même ça. Et aujourd'hui, la co-construction, elle vient lutter contre cette perte du politique, donc elle vient renforcer les politiques. Et elle vient aussi dans une lutte contre la confiscation de la démocratie, c'est-à-dire qu'on se met tous autour de la table, nous sommes tous entre adultes consentants, compétents, nous avons des savoir-faire et des préoccupations qui peuvent se rejoindre, et donc c'est ensemble qu'on doit les co-construire, et pas on est sorti, c'est fini la logique de la verticalité, moi je sais et en bas vous faites. On est sorti de ça et c'est très très important. Alors je crois ici dans cette région, comme vous le disiez, vous avez commencé par une concertation large. Ça, déjà, bon, moi j'ai fait mon petit sondage, la démarche est reconnue, on salue la démarche. Pourquoi ? Parce que simplement, d'abord il y a une attention, il y a une écoute, parlons-nous. Ensuite, parce que ça permet aux acteurs de se rencontrer et de savoir ce qu'ils font. Le problème, après, et je ne parle pas spécialement pour la concertation régionale ici, mais c'est un peu récurrent, c'est-à-dire après, c'est la question de la méthode. Je vais peut-être passer vite sur cette question parce que je l'ai là. Simplement pour dire quoi ? Qu'au fond, à quoi ça sert ? Ça sert à mettre en valeur les singularités de chaque territoire. J'entends quand vous dites le spectacle à jouer devant 2000 personnes, devant 500 personnes, c'est le même spectacle. J'entends quand vous parlez d'excellence artistique. Moi, à cette excellence, j'ai envie de répondre plutôt la pertinence. Comme je viens des arts de la rue, je vais parler plutôt d'impertinence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut vraiment qu'un projet soit porteur de sens, il faut s'appuyer sur les acteurs qui sont sur le territoire, il faut s'appuyer sur les atouts de chaque territoire. J'imagine qu'à Saint-Omer, c'est pas du tout pareil qu'ici, et c'est pas du tout pareil qu'à Valenciennes, et c'est pas du tout pareil que dans l'Avesnois, et chaque territoire a des qualités, a ses richesses, vous le disiez tout à l'heure pour la SOC, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Et forcément, si on prend en compte les singularités de chaque territoire, on fait des projets qui ne sont pas les mêmes. Alors après, il y a la question du dispositif, jusqu'où on peut tordre les dispositifs, mais il faut absolument qu'il y ait cet espace possible de torsion, parce que le temps politique est dans le temps court, c'est-à-dire dans le temps de son action, les projets qui sont menés sur le territoire sont sur des temps longs. C'est pour ça qu'on est plutôt, nous, et je vais finir là-dessus,
On est plutôt, nous, convaincus qu'un socle permanent de discussion, un espace de discussion permanente est essentiel. Alors, il faut voir les niveaux, et il y a des dispositifs qui existent au niveau aujourd'hui de l'État pour faire du bon travail. Voilà. Et ça, je pense que tous les acteurs culturels en sont à peu près convaincus, et ça depuis longtemps. Après, voilà, ça connaît diverses fortunes selon les milieux politiques auxquels s'adresse cette co-construction, bien qu'elle soit dans la loi, l'homme et l'homme, hein, et le pouvoir et le pouvoir. Peut-être quand même il nous reste un quart d'heure, donc juste un petit quart d'heure pour recueillir peut-être quelques impressions. Un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Et plus on est là, moins on vous écoute. Donc voilà. Bonjour, donc je suis Gilles Rode, fondateur de Transexpress. Laetitia en a parlé il y a quelques instants. Installé dans la Drôme, dans un lieu de résidence pour artistes divers et variés. Et je voudrais juste que nous fassions un petit flashback. Je crois que c'est il y a 3 ans, mais j'ai la mémoire dans un état bizarre, donc je ne suis pas sûr que c'est exactement ça. Au moment où on a agglutiné nos régions avec des bouts de ficelle, on a aussi annoncé, si mes souvenirs sont bons, qu'il allait y avoir la disparition des départements. Et au profit des métropoles, alors ça m'inquiète parce qu'il n'y a justement personne du département ici. Et en fait, dans ce cas de figure, s'il n'y a que des métropoles, il n'y a plus de ruralité. C'est-à-dire que toutes les campagnes deviennent des arrière-pays, ou au pire, des grandes banlieues. Donc tout ce qu'on a fait ces jours-ci, ça sert à strictement à rien. Donc je voudrais demander à messieurs nos élus s'ils ont des nouvelles de ces projets. Oui, la réponse va être très simple. Il y a des départements et les départements sont là et ils seront là encore pour un bout de temps, puisque le président de la République l'a rappelé à la Conférence nationale des territoires le 17 juillet dernier. Il n'y aura pas de changement institutionnel pendant ce quinquennat. Les élus, les territoires, les habitants, tout au long du dernier quinquennat ou du quinquennat précédent, ont dû beaucoup adapter les choses. C'est vrai qu'on a eu, moi je l'ai vécu dans mon propre territoire, j'ai passé, en même temps que je faisais la concertation culture pour la région, je faisais la concertation dans mon territoire du pays de Saint-Aubert pour faire la création de cette nouvelle communauté d'agglomération. Donc il n'y a pas de changement institutionnel plaqué du niveau central. Ce qui peut exister dans les... Moi je suis toujours favorable à la création de communes nouvelles sur une base volontaire. Les 4 communes nouvelles du Pas-de-Calais sont toutes dans mon territoire, parce que j'ai beaucoup essayé de débattre avec les élus sur la création des communes nouvelles, à tel point que nous avons même débuté, avant que nous ne soyons regroupés dans cette plus grande communauté d'agglomération, pour que la précédente communauté d'agglomération, 26 communes, se transforme elle-même dans une commune nouvelle. De 26, passer une seule. Mais sur une base volontaire. Donc, sur votre relation par rapport au pouvoir public, région, département, intercommunauté, commune, il n'y aura pas de changement pendant les 5 ans qui viennent. C'est ce que le président de la République a dit de manière formelle à la Conférence nationale des territoires. Une autre... Allez-y, monsieur. Oui, je vous remercie de donner la parole. Je salue la qualité de l'animation. Et je ne peux pas parler de tous les sujets. Je suis président d'un conseil de développement anti-RH de l'Aisne, juste à quelques kilomètres d'ici. Et je voulais parler de financement, parce que nous avons des acteurs culturels qui attendent depuis 2 ans maintenant leur financement, parce qu'ils ont été agréés par le comité de programmation LEADER, programme européen. Et oui, non mais c'est complètement minable. Voilà un programme qui est commencé depuis 2016. On ne sait pas encore aujourd'hui quand est-ce qu'on va commencer à instruire les dossiers. L'autorité de gestion, c'est la région, d'une part, et d'autre part, il y a aussi d'autres autorités de gestion, mais enfin, mettez-vous d'accord pour que ça marche. En plus, on va avoir le risque que les fonds repartent à Bruxelles. Non, mais quand on voit la pénurie d'argent, ça fait quand même mal au cœur. Hein. Voilà. Moi, je voulais simplement dire vous avez bien fait de venir. Pour Beldon, nous, c'est 2014. Mais ça commence à être payé. 2014. Il vous reste 2 ans à attendre.
pas grand-chose au fond. Alors, nous sommes autorité de gestion, mais vous savez que sur Leader, quel est le problème? C'est le problème du logiciel retenu au plan national qui fait que nous attendons. Ah si, parce que alors moi, je suis à la région, mais je suis aussi dans mon agglomération, et le programme Leader, j'ai essayé de le développer, j'ai lancé des programmes très particuliers, adaptés à mon territoire. Et vous auriez Valérie Létard, elle vous répondrait de manière plus précise encore sur cette aberration informatique qui a fait que tous les leaders de France sont bloqués depuis X mois, années maintenant. Voilà. Oui, mademoiselle devant, il y avait quelqu'un qui avait un micro. Oui, allez-y. Oui, donc rien à voir avec les petites protestations derrière. Émilie de l'association La Galerie d'Art Mobile, artiste plasticienne également. Donc, je voudrais d'abord remercier publiquement la région pour le soutien qu'elle va nous accorder. Donc, par contre, je n'ai pas vraiment de remarques, de questions à poser, mais plutôt des remarques à faire. Et ma première, ça sera celle que j'ai faite à Vincent tout à l'heure quand on a discuté, c'était de se dire que autant en tant qu'acteur culturel du territoire qu'artiste plasticienne, on a vraiment l'impression qu'il y a un dialogue différent entre nos ambitions et les ambitions des établissements publics et les ambitions politiques en fait. On a vraiment l'impression d'être pris pour juste des gens, des structures qui réclament de l'argent. Or, on met quand même un dynamisme sur le territoire et je regrette que malheureusement, vous n'avez pas l'air de fonctionner comme ça, mais il n'y a pas de trop, je parle au président de la communauté de communes, il n'y a pas vraiment de coopération sur le territoire en fait, entre les établissements publics, les acteurs du territoire et les artistes. En fait, vous disiez tout à l'heure, Laetitia, qu'on était sorti du pouvoir, et moi je trouve pas du tout quoi. C'est quand même, il y a quand même, oui, vous avez parlé de volonté politique, mais quand il y en a pas, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment après vous parliez aussi. Bon, c'est un peu décousu ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Non, mais j'ai cru comprendre que quand il n'y a pas de volonté politique, on ne fait rien. Mais j'allais dire que c'est pas mon cas et je ne peux pas me mettre à la place de ceux qui n'ont pas de volonté politique dans leur territoire. On a une volonté politique, on l'assume, on a l'ingénierie qu'on se paye en mutualisant les moyens et on construit un projet à partir d'idées avec les artistes locaux. Les premiers concernés, nos interlocuteurs en premier, ça a été les artistes du pays. Et il y a des ressources sur place. On a élargi le cercle au fur et à mesure de notre ambition et du développement de notre ambition au département de la Somme. On est au niveau de la région maintenant, mais on essaye de trouver les artistes ad hoc qui veulent rentrer dans nos projets, qui veulent construire avec nous une politique culturelle. On ne téléguide pas tout et surtout les élus ont sans doute à afficher une volonté, à afficher aussi la volonté et les moyens derrière, mais ils ne doivent pas rentrer dans toute la construction. Il faut laisser les techniciens faire, les artistes user de leur talent pour nous bâtir des projets. Le politique doit rester un peu en marge et ne doit pas non plus dire qu'on jouera telle musique ou qu'on ne jouera pas telle musique. Si je me fais bien comprendre. Ah, je comprends bien. Après, c'était pas une question, c'était juste une remarque. Quand, par exemple, la DRAC, vous dites que vous plaquez pas sur les dispositifs, sur les mêmes... Moi, je remarque en tout cas sur mon territoire que il y a du potentiel, mais que c'est toujours les mêmes dispositifs qui viennent se coller dessus, en fait. C'est pas... en tout cas, je vais terminer parce qu'il faut faire vite. Je regrette qu'il n'y ait pas une co-construction comme vous semblez le faire sur votre territoire
entre tous les acteurs du territoire, qu'ils soient élus ou établissements publics. Alors, on me donne 2 secondes pour vous répondre et répondre sur les interventions de la DRAC. Je n'ai qu'à me louer des interventions de la DRAC auprès du territoire qui porte des actions tout à fait originales et hors cadre, quelque part, des dispositifs complètement expérimentaux. Et on est suivi et par la rectrice qui a signé la convention hier, et par le DRAC des Hauts-de-France qui a signé la convention hier également, et par Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale, et par la DRAF. Donc il y a moyen de mobiliser quand même, quand on s'y prend bien peut-être, sur des programmes très originaux et des dispositifs expérimentaux. Voilà. Juste Christophe, sa dernière intervention et après on va boucler la table. Rapidement, pour vous encourager, en Nouvelle-Aquitaine, il y a un SODAVI qui a été mis en place, qui construire le développement des arts visuels en Nouvelle-Aquitaine et qui est un processus de concertation entre toute structure et tout artiste qui permet en fait de réfléchir ensemble à une politique publique, une meilleure politique publique des arts visuels en Nouvelle-Aquitaine. Et où en fait, donc ce dispositif est mis en place par l'État, mais c'est une collectivité qui doit s'en servir. Donc je pousserai à encourager vos collectivités à rentrer dans le dispositif, parce que c'est un dispositif totalement horizontal, effectivement. Sur les résultats que cela aura, je ne sais pas ce que ça va avoir comme résultat, mais en tous les cas, il y a une vraie concertation de tous les acteurs qui sont concernés par les arts visuels sur la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est, je pense, à quoi faisait référence Laetitia, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est totalement horizontal. Au bout d'1 an et demi, on peut dire qu'effectivement, c'est une réflexion commune qui a été menée. Et donc, c'est pour ça que tous les territoires doivent s'en servir, doivent s'en saisir. Pardon. Voilà, bah écoutez, ça sera une conclusion très provisoire, on en a bien conscience, on ne pouvait pas tout aborder. Oui. Les sujets sont lourds et on est très nombreux. Merci de votre écoute. Merci à vous d'avoir accepté de jouer ce jeu un peu singulier. Je ne veux pas brusquer, mais sur l'absence, effectivement, de l'institution départementale qui est effective au niveau de ses représentants politiques, mais elle est réelle au niveau de ses techniciens, puisqu'il est au cours de ces 2 journées, moi-même j'appartiens à la direction de l'agriculture départementale, et il y avait des gens émanant d'action sociale, émanant de la culture, émanant de différents corps, effectivement, des compétences départementales, et je voudrais peut-être ici, en terminant, rendre hommage à un monsieur qui fut le ministre de l'Éducation de Léon Blum, qui s'appelle Jean Zay, et qui a le premier pensé la présence de la culture dans les terres rurales. Et au sortir de la guerre, en 1946, on a créé les bibliothèques départementales de presse, c'est-à-dire les premiers bibliobus, où pour la première fois, on s'est penché sur la question de l'accessibilité à travers la présence du livre, de la culture en milieu rural. Donc cette histoire-là, ce sont les départements qui l'ont historiquement créée et maintenue jusqu'à présent. Moi, je travaille sur un territoire où c'est quand même le département encore massivement présent, enfin, au moins au niveau des services. Merci Guy. Merci à tous, puisque me revient juste le mot de remerciement et pas du tout de conclusion, parce qu'on peut faire des conclusions derrière les conclusions. Juste vous dire que nous avons passé 2 jours formidables avec vous tous et que je pense que, enfin, d'après les discussions que j'ai pu avoir avec les uns les autres, on y a tous pris beaucoup de plaisir. Et il y a une remarque que j'ai retenue, c'est celle du fait qu'il y ait eu des débats, comme on vient de le voir, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, mais dans une réelle bienveillance et une réelle écoute de l'autre. Et je pense que les moments qu'on a vécus dans cette journée, et celui qu'on vient de vivre particulièrement là autour de cette table ronde, sont précieux, parce qu'il est rare de pouvoir réunir autant d'acteurs avec des casquettes et à des endroits différents à la même table ronde et d'ouvrir sur de vraies questions de fond. Merci encore, bon retour à vous et portez-vous bien.